Vous êtes sur Ecofin Télévision et vous faites bienvenue à toutes et à tous dans l'essentiel de l'actualité économique vue par votre rédaction. Bienvenue une fois de plus. Aujourd'hui, nous abordons les 1 an de l'exercice de Judith Seminois-Toulouka à la tête du gouvernement et du bilan de manière globale de son gouvernement depuis son investiture au mois de juin en 2024. Quel bilan nous pouvons en tirer? Dans cette émission, nous allons nous atteler essentiellement sur les secteurs économiques de la République démocratique du Congo. Tout d'abord, le secteur des finances publiques. Le gouvernement seminois a-t-il justement réussi à atteindre ses objectifs de mobilisation des recettes pour cette première année et comment fait-il face aux dépenses, aux fluctuations notamment des cours mondiaux des matières premières, puisque l'économie de la RDC reste jusque-là dépendante justement des cours mondiaux des matières premières. Et puis nous ferons également un focus un peu plus particulier sur le taux d'échange qui semble aujourd'hui être comme une réussite du gouvernement seminois, une année depuis son investiture. Le franc congolais a-t-il réellement maintenu sa stabilité cette année et comment cette perception de stabilité s'est traduit-elle pour les citoyens lambda? Quelles ont été les actions clés de la Banque centrale, notamment pour influencer le taux d'échange et ont-elles été efficaces aux pressions endogènes tout comme exogènes? Nous en parlons dans cette émission. Et puis, nous reviendrons sur le secteur moteur de l'économie de la République démocratique du Congo. Jusqu'à présent, le secteur minier, quel bilan faire de la gouvernance de ce gouvernement dans ce secteur? Le secteur minier, justement, a-t-il généré des retombées suffisantes pour le budget de l'État cette année? Et comment le gouvernement gère-t-il la volatilité des cours mondiaux, mais aussi quelles sont les avancées tangibles en matière de gouvernance et de transparence dans ce secteur qui a été longtemps, qui a fait longtemps objet de plusieurs tares, notamment la corruption et la fraude. Voilà donc l'essentiel des sujets que nous allons aborder dans votre magazine aujourd'hui consacré au 1 an de l'exercice du gouvernement seminois depuis son investiture. Bienvenue à toutes et à tous. Et pour en parler, je suis avec moi sur ce plateau les habitués de cette émission, l'essentiel de l'écho. Bonjour Tony Antandi Bentila. Bonjour Patrick Lombala. Bonjour Igor Biwaka. Bonjour Patrick. Merci à vous tous deux d'être là pour justement parler et essayer d'établir un bilan de la gestion de Judith Seminois-Toulouka sur les plans économiques essentiellement. Et nous allons commencer tout de suite, comme annoncé dans l'entame de cette émission, par le secteur des finances publiques en République démocratique du Congo. Comment a-t-il été géré? Quels sont les défis auxquels ce secteur a dû faire face au cours de cette première année de Judith Seminois à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cet élément. Première femme à la tête de l'exécutif congolais était investie. 12 mois plus tard, l'heure est au premier bilan, notamment dans les secteurs névralgiques des finances publiques. Entre efforts de réforme et réalité complexe du terrain, la gestion du trésor congolais a navigué en eau agitée. Depuis l'arrivée de son gouvernement, Kinshasa a maintenu et même intensifié la pression sur la mobilisation des recettes. Des initiatives de numérisation et d'optimisation des services fiscaux et douaniers ont été renforcées, visant à réduire les fuites et à augmenter la collecte des recettes non fiscales. L'objectif est clair, asseoir la RDC sur des bases financières plus solides, moins dépendantes de la seule manne minière. Cependant, cette dépendance reste une réalité. Les fluctuations de cours de matières premières sur le marché mondial ont continué d'influer directement sur les prévisions et les réalisations budgétaires. Le gouvernement a dû faire preuve d'agilité pour s'adapter à cette volatilité, démontrant la fragilité inhérente aux économies rentières. Côté dépenses, l'année a été marquée par des priorités incontournables,
la situation sécuritaire dans l'Est, notamment avec les conflits du M23, a exigé des allocations substantielles pour la défense et la sécurité. Partiellement, des acquis sociaux majeurs, à l'instar de la gratuité de l'enseignement primaire, ont continué de peser lourdement sur le budget de l'État. Les programmes de développement local des 145 territoires a également absorbé une part importante des ressources, bien que sa mise en œuvre sur le terrain ait parfois été ralentie par des défis de coordination et des difficultés logistiques. La discipline budgétaire, dans ces contextes d'urgence multiples, est restée un défi constant pour les gouvernements. Le gouvernement souminois a affiché une volonté politique forte de moraliser la vie publique et de lutter contre la corruption. Des dossiers emblématiques, comme les récentes demandes de poursuite contre le ministre Moutamba, sont présentés comme des signaux d'une justice qui s'affirme. Malgré les difficultés internes, le gouvernement a su maintenir la confiance de partenaires internationaux, des institutions comme la Banque mondiale, avec des financements récents significatifs, et les FMI ont continué à soutenir la RDC. Reconnaissons les efforts des réformes. Ces appuis sont cruciaux pour équilibrer les comptes et financer des projets structurants. La gestion de la dette publique est également au centre des préoccupations, les gouvernements cherchant à assurer sa soutenabilité tout en répondant aux immenses besoins des développements. En somme, cette première année du gouvernement souminois, dont la gestion des finances publiques a été celle de la continuité des réformes engagées et de la confrontation aux réalités du terrain. Les bases d'une gestion plus saine sont posées, mais les pressions sécuritaires, les défis structurels et l'ampleur des attentes populaires rappellent que le chemin vers une stabilité financière durable et un développement inclusif demeure un parcours exigeant et de longue haleine. Bonjour Tony Dibendia. Bonjour. Merci beaucoup une fois de plus d'être là. Les finances publiques en République démocratique du Congo sous Judith Souminois Tuluka. Quel bilan ou un peu de manière globale, quelle image donne-t-elle aujourd'hui? Bon, je voudrais commencer par souligner, à mon avis, la plus grande réussite de la gouvernance souminoise, surtout en matière des finances publiques. C'est le fait d'avoir pu maîtriser ou stabiliser les taux d'échange ou encore stabiliser les taux d'échange ou encore l'inflation malgré l'intensification des combats dans l'Est, malgré l'occupation rwandaise des grandes villes et des pans entiers dans les nord et les Sud Kivu. Tout à fait. C'est-à-dire, à mon avis, c'est la plus grande réussite de cette première année de la gouvernance souminoise. Parce qu'il faut le souligner, il y a un temps, je crois fin 2024, déjà l'inflation, mais aussi la dépréciation de la monnaie nationale était insoutenable. C'est-à-dire, on se disait, d'ici peu, on atteindra la barre des 3 000. C'est un sujet sur lequel on va revenir un peu plus en détail. Voilà, justement, c'est-à-dire que c'est rendre compte qu'il y a à la fois maîtrise de ces taux, je l'ai dit rapidement comme ça, et que la guerre arrive, mais qu'il y ait, si vous regardez de manière générale les chiffres macroéconomiques, il y a maîtrise des données, à mon avis, c'est la plus grande réussite. Mais ce qui est vrai, il reste quelques tares quand même, c'est au niveau de la lutte contre la corruption. On sent que les acteurs politiques, mais aussi les gestionnaires des établissements publics, sont hésitants. Ils ne suivent pas les pas de la volonté établie du chef de l'État que le gouvernement doit transformer en œuvre. On sent que en termes de corruption, en tout cas, ça traîne, mais aussi en termes d'impact social. C'est-à-dire que si vous regardez au niveau de la répartition de la richesse, on se rend compte quand même qu'il y a toujours des déséquilibres. Ces déséquilibres. On se rend compte également qu'il y avait une véritable fissure entre la classe dirigeante, les patrons des entreprises publiques, ainsi de suite, et la masse ouvrière,
les peuples, celui qu'on appelle les Congolais lambda. On sent qu'il y a vraiment une forte fissure et cela entraîne des tensions sociales, cela entraîne réduit la confiance des gouvernés à l'égard des gouvernants, mais aussi sape certains efforts qui doivent être faits parce qu'il y a de ces efforts-là que la population dans son ensemble doit accompagner. Mais si celle-ci a l'impression qu'elle est marginalisée en termes de répartition des richesses, ça sera compliqué pour poursuivre les mesures. Et puis vous verrez dans des situations qui paraissent carrément d'injustice sociale, la population est livrée à des manipulations. On peut facilement taxer quelqu'un de détourneur et ça colle la peau. On peut facilement jeter une fake news liée à un détournement. Vous vous rendrez compte que la grande masse aura du mal à porter un bon jugement. C'est-à-dire que parce qu'elle est déjà cette population exaspérée en quelque sorte. Oui, fragilisée par ses conditions sociales, ses conditions d'existence, son quotidien, qu'elle se mette à penser comment chercher un pain en son enfant ou à défendre peut-être une personnalité politique qui a à tort ou à raison été citée dans des affaires de détournement et autres. C'est-à-dire ça fragilise, ça crée un climat néfaste et donc ce genre de climat n'a jamais été positif pour l'économie nationale. Donc, il y a des points où nous avons senti des avancées durant cette première année des Souminois, bien avant même sous Sama Lukonde. Je vais expliquer pourquoi un peu plus tard. Mais après, on se rend compte qu'il y a des endroits qu'il faudra vraiment recadrer pour la question de faire ressentir au plus grand nombre les efforts qui sont fournis à un certain niveau. Tout à fait, à un certain niveau. Igor Biwaka, Tony Dibendila a évoqué notamment l'aspect sécuritaire. Le gouvernement souminois et les finances publiques de la RDC dans leur globalité ont été butés à une contrainte très importante, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors face ou malgré justement ces urgences sécuritaires et sociales, est-ce que le gouvernement a su pendant cette première année à maîtriser les dépenses et à garantir notamment ce qu'on appelle la discipline budgétaire? Alors, Patrick Mbala, donc vous l'avez d'ailleurs bien circonscrit. Il faut te rappeler ici les contextes dans lesquels la chef de l'exécutif congolais a pris les rênes. Tout à fait. C'était un contexte marqué évidemment par la recrudescence de la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays, une situation qui n'a pas été aussi favorable pour les finances publiques. Tout à fait. C'est dans ces contextes-là en tout cas que Souminois a été donc investi comme premier ministre et donc ce n'était pas facile. Vous savez au fait quand vous êtes dans un pays où vous êtes agressé, où vous devez faire face, n'est-ce pas, à la guerre d'agression, donc les finances également doivent être concentrées pour la sécurité, pour la défense. C'est ce qui a été fait exactement, voyez-vous. Donc, pour évaluer l'action gouvernementale souminois, on ne peut pas trouver en fait des mots simples pour dire que voilà, c'est calamité, c'est désastré, comme cela est en train de se dire ça et là. On ne peut pas juger souminois sur fond en fait de ses moins performances. Il faut regarder d'abord les performances qu'elle a pu, n'est-ce pas, engager. Pendant ces 1 an, ce n'est pas facile. Tout à fait. Vous êtes dans un état où vous êtes agressé, où vous devriez, à l'évidence, consacrer en fait la majorité, n'est-ce pas, de vos finances, la majorité de vos ressources pour la défense, la sécurité, d'ailleurs, ce qui est en train d'être fait. Si on regarde bien en fait le dernier communiqué d'ailleurs du ministère des Finances qui fait état de la situation provisoire des dépenses exécutées, n'est-ce pas, en procédure d'urgence au cours des 3 premiers mois de l'année 2025, on se rend compte que 15,63% en fait des dépenses globales de l'État ont été exécutées en procédure d'urgence. Tout à fait. Donc 14%, n'est-ce pas, de ces dépenses-là sont orientées ou dirigées vers la défense. Les impératifs sécuritaires. Vers les impératifs sécuritaires. Donc voilà. Ce qui prouve en suffisance que voilà, le gouvernement est en train de mettre du paquet. La situation sécuritaire instable de la partie orientale ne favorise pas les choses. Voyez-vous, vous avez d'un côté la prise
des grandes villes qui sont pourvoyeuses en termes des ressources, qui alimentent les finances publiques, des villes qui sont entre les mains de l'ennemi, ça peut te fragiliser. Mais la question la plus essentielle, c'est vrai, les impératifs sécuritaires sont là. Est-ce que la discipline budgétaire est vraiment garantie? Quand on voit notamment que, connaissant l'ensemble de toutes ces réalités, on arrive quand même à une situation où on doit avoir une loi des finances rectificative. Est-ce qu'on peut dire que la discipline vraiment budgétaire a été au rendez-vous dans la gestion des finances publiques par le gouvernement Soumino? D'ailleurs, je voulais justement en venir, puisque j'évoquais ici d'abord toutes les contraintes, n'est-ce pas, dans lesquelles émerge l'écosystème économique de la République démocratique du Congo, les contraintes qui ne favorisent pas, n'est-ce pas, à la République démocratique du Congo de pouvoir sauvegarder, en fait, son autonomie économique. D'où, en fait, la conséquence. On est en train, en fait, également de chercher comment renflouer avec les ressources extérieures. Alors, parlons de la discipline budgétaire. On ne peut parler que c'est vrai qu'il y a au moins un certain relâchement dans la discipline budgétaire, avec raison. Pourquoi? Parce que il y avait tantôt la suppression de la patrouille financière qui est un atout des mises et des tailles pour justement assurer cette discipline budgétaire. Voyez-vous? Et cela, une fois supprimé, ça fait en sorte que, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo, en termes d'orthodoxie financière, certains gestionnaires, certains mandataires, Patrick Lumumba ne veut pas se voiler la face, patrouille financière qui avait fait écro, mis en gel, ça ne pouvait qu'également favoriser la gabégie financière de certaines personnes pour qu'ils puissent encore se renflouer davantage les poches. Voyez-vous? Donc, en termes d'orthodoxie, en termes de discipline budgétaire, il y a vraiment du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche, pourquoi? Parce que il faudrait renforcer les mécanismes de transparence. Tout à fait. Renforcer les mécanismes de transparence, d'où l'impératif qui a été d'ailleurs rappelé par le président de la République, de réactiver la patrouille financière. Parce qu'on se trouve dans un contexte où le pays est agressé. Donc il faudrait beaucoup plus de ressources financières pour faire face à cette situation-là, pour éviter en fait la surchauffe. La surchauffe, quand on parle de la surchauffe, puisque les incidences de la guerre impactent négativement sur l'économie, sur le pouvoir d'achat, sur même la stabilité de la monnaie d'échange que nous allons en fait développer tantôt. Voyez-vous? Donc en fait tous ces paramètres-là, qu'il a fallu en fait vraiment chercher des mécanismes beaucoup plus probants pour nous protéger. Voyez-vous? Donc la transparence des fonds publics, ajouter à cela en fait les contrôles parlementaires doivent être également beaucoup plus efficaces. Tout à fait. Parce que quand le contrôle parlementaire n'est pas efficace, ce qu'on appelle le contrôle juridictionnel. Voilà, le contrôle juridictionnel, comme l'avait dit Patrick Lumumba, doit être beaucoup plus efficace. Parce que quand ce n'est pas efficace, vous verrez que les mandataires qui sont trop redevables ne les seront plus. On a vu aujourd'hui, il y a beaucoup de mandataires qui ont été interpellés dernièrement à l'Assemblée nationale, qui sont justement de s'inscrire dans la vision, n'est-ce pas, du président de la République. Le président de la République avait instruit au gouvernement de trouver des mécanismes beaucoup plus probants pour renforcer en fait la mobilisation des ressources à l'interne. Effectivement, la mobilisation des ressources à l'interne. En lieu et place des fait des contenter toujours des ressources extérieures. Je crois qu'il y a beaucoup à dire, mais je vais encore revenir. Tout à fait. Alors, Tony Dibendila, lorsque Judith Suminwa et son gouvernement sont investis à l'Assemblée nationale, l'une des grandes promesses qu'elle a faites du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, c'était notamment la mobilisation des recettes. Est-ce que cet objectif a été atteint? Bon, il faudra, vous savez, les contextes actuels de la gouvernance publique en RDC, avec les défis qui sont nôtres, les défis qui sont surtout sécuritaires, je voudrais qu'on ne tienne pas trop rigueur à la gestion, surtout à la mobilisation des recettes du gouvernement Soumino. Parce que déjà, je rappelle le fait que l'occupation des Bukavu et des Goma, mais aussi des autres territoires, fait perdre des millions et des millions de dollars de recettes chaque mois à l'État congolais. Ce qui veut dire aujourd'hui, à cause de cet impératif-là, à cause de cette situation sécuritaire, le gouvernement Soumino n'a pas vraiment réussi à atteindre cet objectif. Mais je dirais, c'est tout à fait non, c'est une conséquence directe. C'est une conséquence directe, c'est-à-dire qu'il y a des imprévus, il y a des États ennemis qui vous attaquent, qui prennent en otage
une partie des parties importantes de vos recettes. Et voilà, la situation économique est chaotique. Je crois que nous l'avons traité à multiples reprises, même à Ecofin. Les correspondants sur place, la société civile, ils vous diront qu'à Goma, par exemple, et Bukavu, les trafics réguliers du lac n'est pas encore revenu comme il se doit. Les activités économiques sont à berne, les banques ne fonctionnent pas, il n'y a pas de taxes. Même si les autres secteurs fonctionnaient, l'État congolais ne peut pas bénéficier des retombées de ces secteurs-là. Déjà, la situation était chaotique, c'est-à-dire la situation économique est très compliquée dès l'entrée des forces ennemies en janvier. Et donc, cela remet déjà en cause les capacités de mobilisation du gouvernement Judith Suminwa. Et donc, c'est pourquoi, à partir de là, moi, je voudrais d'ailleurs féliciter, je l'ai dit tantôt, ce gouvernement à travers les efforts fournis pour avoir ne serait-ce que les budgets aujourd'hui, bien qu'il y a la loi rectificative qui a quand même revu légèrement à la baisse les budgets, les prévisions budgétaires pour l'exercice 2025, mais au moins on se rend compte que les chiffres macroéconomiques dans l'ensemble sont maintenus et que la pression fiscale a été maintenue et cela a permis à ce qu'il y ait quand même des retombées budgétaires aujourd'hui observées. Et donc je crois qu'il faudra ne pas être beaucoup plus rigoureux parce qu'on ne s'attendait pas, personne ne s'attendait à ce que la guerre prenne autant c'est-à-dire que la guerre prenne autant de violence, une telle tournure. Et donc, dans un contexte comme ça, surtout que il faudra acclamer la décision salutaire de ces gouvernements, celle de doubler les salaires des militaires au combat et même des policiers, et même au-delà de ça, prendre des primes spéciales de $500 pour chaque militaire qui est au front. Et moi, je crois que ce sont des décisions courageuses, mais il faudra plutôt faire pousser les gouvernements à trouver des solutions adéquates en termes de la sécurité, parce qu'il faut se rendre compte que les populations congolaises dans des territoires là occupés souffrent énormément. Et d'ailleurs, j'avais salué les efforts fournis en termes de la participation des élèves congolais des territoires occupés aux examens d'État. Ça, il faudra les souligner. Il y a eu des items, il y a eu l'organisation de ces sessions, des hors-sessions. J'espère qu'il y aura également la tenue des sessions ordinaires. Et voilà, donc l'ensemble de ces éléments-là nous donne un aperçu clair des efforts, des efforts qui sont aujourd'hui menés. Et donc, il faudra, en termes de mobilisation des recettes en tout cas, mettre un peu d'eau dans notre vin pour ne pas être rigoureux au regard des défis actuels. Donc, il faut être un peu plus indulgent avec le gouvernement de ce côté-là. Alors, Igor Biwaka, on a remarqué que lorsqu'on parle des finances publiques, on parle aussi de la dette publique. On a remarqué au cours de cette année, et même c'était une dynamique qui avait déjà commencé, les institutions, les bailleurs des fonds internationaux font de plus en plus confiance à la RDC. Et cet argent, ces appuis internationaux reçus constituent des dettes de facto. Alors sont-ils gérés vraiment de manière efficiente afin de, on va dire, afin d'assurer la soutenabilité de cette dette? Parce qu'on sait que parfois, lorsqu'on reçoit de l'argent, de l'appui international, on l'utilise, mais pas de manière à rendre cette dette bénéfique et soutenable pour l'État congolais à long terme. Alors, Patrick Lumbala, avant justement d'aborder la question, j'aimerais bien ramasser un tout petit peu, la question des mobilisations de recettes. Allez-y. C'est vrai, on peut parler de la baisse des recettes. Mais il faut souligner ici que cette baisse-là n'est pas aussi drastique pour faire parler. Lors de l'échéance fiscale du 30 avril 2025, on avait salué les performances réalisées par la Direction générale des impôts. Tout à fait. Avec une mobilisation au taux de réalisation par rapport aux assignations qui les sont, en fait, voulais-je dire, par rapport aux assignations initiales. Ils ont réalisé 97%, c'est-à-dire ils ont pu mobiliser une affaire de 2,7 milliards de francs congolais sur le 3 milliards qui a été en fait projeté. Comme pour dire que voilà, en ces termes-là, sur fond en fait du contexte, sur fond de la guerre, en toile de fond, vous avez la situation sécuritaire précaire et que vous réussissez quand même à mobiliser autant de ressources du moment où il y a les localités ou encore les territoires comme la province du Nord Kivu avec Goma et Bukavu qui alimentent à hauteur annuellement de 20 à 30 millions de dollars américains. Tout à fait.
vous ne recevez pas ces parts-là, mais quand même, vous arrivez à mobiliser autant de ressources à preuve à suffisance que voilà, il y a quand même un effort qui est en train d'être fait. Mais au-delà, en fait, de cet aspect, pour revenir, n'est-ce pas, à votre question de la confiance des bailleurs, des fonds, des institutions internationales. Oui, avec raison, puisqu'on s'est rendu compte que, je dirais même que c'est inédit, que la République démocratique du Congo puisse recevoir autant de ressources extérieures. Et cela vient également pour soutenir, tant soit peu, en fait, le budget, n'est-ce pas? Parce que déjà là, on traverse une situation difficile, mais les indicateurs macroéconomiques sont toutefois prometteurs, pour ne pas dire au vert, sont quand même prometteurs, puisque si ces indicateurs macroéconomiques n'étaient pas prometteurs, je ne pense pas que ces bailleurs de fonds allaient soutenir la République démocratique du Congo. Voyez-vous, il n'y a pas plus longtemps que, je crois hier ou avant-hier, où le ministre des Finances, Doudou Famba, devant les élus, a présenté les 8 projets de loi qui concernent, en fait, les accords de financement, évidemment, avec ces bailleurs de fonds, à hauteur de plus de 2 milliards de dollars américains, ce qui prouve à suffisance que voilà, il y a quand même une forme de confiance qui est accordée au gouvernement congolais. Et cela, c'est à mettre à l'actif, évidemment, du gouvernement soumis, puisqu'on l'a pas vu à l'époque. Puisque si on regarde bien les relations qu'avait la République démocratique du Congo avec l'extérieur, c'était une relation qui s'était, je dirais, détériorée, une relation qui s'était amenuisée au fond, jusqu'à telle enseigne que, n'est-ce pas, ces institutions internationales n'arrivaient plus, n'est-ce pas, à financer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de transparence. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de recommander, Patrick Lumumba, là. On a reçu ces fonds. On les a fait approuver à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. Mais le plus important ici, Patrick, c'est de faire quoi? C'est de suivre que ces fonds-là soient effectivement assignés aux tâches, dans les projets qui leur sont été assignés préalablement. Patrick Lumumba. Donc c'est en fait ça, le hic, ou encore on doit marteler cette évidence-là, puisqu'ils sont des projets, en tout cas je dirais, à fort impact économique. Puisque les défis du gouvernement souminois, puisqu'on regarde le gouvernement souminois, on se rappelle au fait des axes prioritaires quand il était venu avec la création de 6,2 millions d'emplois. Les Congolais ne voient que ça. Une année après, est-ce que 1 million d'emplois ont été créés en République démocratique du Congo? On dira non. Ça, c'est une question importante. C'est une question importante, mais cela ne veut pas dire que voilà, qu'il faut peindre du noir. Il faut peindre du noir dans la réalisation des soumis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis, Patrick Lumumba. On ne peut pas parler un an de gouvernement chinois sans pour autant évoquer les défis. Je le fais rapidement. Le premier défi, en fait, c'est de renforcer les pouvoirs d'achat. Et ça, c'est une évidence capitale. Même le président de la République a toujours insisté sur ça. On avait parlé, au fait, de la hausse du SMIC. Où en sommes-nous jusqu'à présent? Donc, c'est quelque chose de plus important qu'on doit vraiment veiller sur ça. Ça doit être concrétisé. Parce que à partir de cela, ça pourrait tant soit peu équilibrer, n'est-ce pas, les finances publiques. Mais je vous en prie, parce que je suis en train de citer. Un autre défi encore, c'est celui de la diversification de l'économie nationale. On en parle, mais on ne sait pas encore comment matérialiser cette diversification de l'économie nationale. C'est en tout cas le plus grand défi également, qu'a également le gouvernement souminois, outre le renforcement du pouvoir d'achat, la diversification de l'économie nationale, mais également un autre défi que je crois bien qu'on va beaucoup plus peaufiner. Je crois qu'il y a quand même des efforts qui ont été consentis en termes de ces défis. C'est évidemment la stabilité du taux d'échange que nous avons. On va y revenir avec force et détail. Tony Dibendila, en termes des finances publiques, on a parlé ici, Igor l'a relevé. Oui, il y a la guerre qui bat son plein en ce moment. Mais en termes de mobilisation, l'État continue quand même à être résilient. Mais est-ce que cette mobilisation se fait ressentir vraiment dans le quotidien des Congolais? Ça, c'est la question sempiternelle que les Congolais se posent. Je crois que je l'ai évoqué tantôt. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des mesures, justement pour permettre à ce que cette mobilisation des recettes, parce qu'il y a des défis. Vous savez, les Congos, c'est un pays où quasiment tous les secteurs font preuve d'urgence. C'est-à-dire qu'ils sont il y a des questions d'urgence à résoudre dans quasiment tous les secteurs. Regardez les infrastructures à Kinshasa. Quasiment toutes les avenues sont détériorées. Il faut D'ailleurs, le gouvernement central avait alloué, je crois, plus de 40 millions de dollars à la ville de Kinshasa pour réhabiliter les routes secondaires et tout. Et la question sécurité, on l'a largement évoquée. Il y a quasiment tout le secteur. Il faut relancer l'agriculture parce que, vous le savez, les chefs de l'État d'ailleurs l'avaient longuement évoqué au cours de ces multiples sorties médiatiques, la revanche du sol sur les sous-sols. C'est-à-dire qu'il faut relancer les secteurs de l'agriculture.
il y a Imukanga Lonzo qui a fait un flop. Tout Le à fait. gouvernement cherche à relancer ses projets parce que si vous vous rendez sur place, je crois que vous avez vu ces reportages devenus viraux dans les réseaux sociaux où l'ancien premier ministre Ilunga Ilunkamba s'est rendu sur place avec une forte délégation abasourdi d'ailleurs de la situation. Il a vu la situation, tout était abandonné. Il y avait des tracteurs neufs, ainsi de suite. Il y a des engrais, quasiment tout était abandonné. C'est un projet qu'il faudra vite relancer. Parce que lorsqu'on parle lorsqu'on évoque la question du ressenti du peuple à l'égard de la mobilisation des recettes ici évoquées, c'est répandu. On parle du ventre, c'est-à-dire, et on dit c'est lui qui contrôle ton ventre, tes contrôles. C'est-à-dire, c'est quasiment ce qui se passe. Si l'État congolais ne contrôle pas les ventres des Congolais, il y aura d'autres forces obscures qui vont contrôler ces ventres-là et les gens agiront suivant les intérêts de ces ventres-là et de ces contrôleurs privés. Et donc, moi, je crois que l'État doit s'investir davantage, bien que les urgences sont quasiment dans tout le secteur. Mais il est important de noter, comme je l'ai dit tantôt, les efforts qui sont consentis aujourd'hui. Mais de toutes les façons, en tout cas, de toutes les façons, la mobilisation, elle est là, elle est réelle, mais la répartition reste un véritable défi pour la gouvernance de la République. Pour la gouvernance de la République, on va terminer ce sujet avec vous, Igor Biwaka. Évidemment, Patrick Lumbala, puisque je suis en train d'évoquer ici les défis, n'est-ce pas, de ces gouvernements souverains. C'est vrai, on ne peut pas parler de ces défis, on ne peut pas parler au fait du gouvernement souverain sans pourtant évoquer les défis liés au secteur monétaire. Vous savez, l'économie de la République du Congo, on a toujours reproché à cette économie son extraversion. Aujourd'hui, on est dans un contexte où tout se fait en dollars américains et c'est ignoble. Pourtant, il y a des mesures qui ont été en fait prises, n'est-ce pas, pour contenir un tout petit peu cette dollarisation de l'économie nationale. Donc ici, c'est question en fait de rappeler aux membres du gouvernement qu'une fois que les instructions sont données, ils doivent s'activer pour, n'est-ce pas, répondre, tant soit peu, à ces instructions-là. Donc c'est très important pour que les bilans de la première ministre soient aussi favorables. Et c'est vrai que ce n'est pas des choses à faire en un an. C'est difficile en tout cas. C'est difficile, mais quand même, ce sont des défis qu'on peut relever au terme des initiatives qui ont été prises. Je prends par exemple, en ce qui concerne en fait, le prix du carburant à la pompe. Tout à fait. Voyez-vous, on a baissé des 13%, si je ne m'abuse, le prix de carburant à la pompe. Quelles conséquences? Et ça s'est fait ressentir. Et ça s'est fait encore ressentir. Puisqu'on avait assisté à une flambée des prix du carburant. Ce qui a entraîné une flambée également des prix, je dirais, une tarification démesurée des prix de transport en commun, à Kinshasa principalement, Patrick Lumbala. Tout à fait. Mais dès lors qu'on avait un tout petit peu essayé de ramener les choses, n'est-ce pas, à la règle, on s'est rendu compte que voilà, la situation s'est améliorée. Et puis un autre défi, Patrick, je vais en tout cas... Un peu plus vite, j'étais plus vite. On l'a d'ailleurs évoqué ici, c'est justement question de stabiliser les prix des denrées alimentaires. On a toujours évoqué ça ici, on fait une télévision, on fait des reportages sur terrain à Patrick Lumbala, on part, n'est-ce pas, à la rencontre des vendeurs, des petits commerçants, des commerçants qui évoluent à petite échelle, Patrick Lumbala. Quelles sont leurs doléances? Les doléances sont des gens, voilà, on fixe de manière démesurée le prix du taux de change. Pourtant, on reconnaît un prix officiel du taux de change. Voyez-vous, mais pourtant, il y a des opérateurs économiques qui s'aventurent à fixer comme on a l'impression que le contrôle économique est plus qu'inexistant. Alors d'où la nécessité également de recentrer, n'est-ce pas, les efforts sur les investissements, n'est-ce pas, du secteur à fort impact économique. C'est très important. Je crois bien que le gouvernement souminois va s'activer sur cette évidence-là, que je en fait donner encore de plus en plus une bonne image de son quinquennat. Tout à fait, Igor Biwaka. Je pense que vous avez on va dire, enjambé en quelque sorte déjà sur le secteur que nous allons aborder maintenant. Il s'agit du taux d'échange, ce qui semble aujourd'hui être comme la grande réussite du gouvernement souminois, la stabilisation du taux d'échange du franc congolais. La monnaie nationale s'est stabilisée depuis plusieurs mois maintenant. Comment ça a commencé? Comment en est-on arrivé à cette situation et quel a été notamment le rôle de la Banque centrale du Congo, mais aussi du ministère de l'économie nationale? On voit tout ceci dans ces reportages et on se retrouve après.
La gestion du taux d'échange du franc congolais a été un enjeu majeur pour les gouvernements souminois durant sa première année. Maintenir la stabilité de la monnaie nationale est crucial pour contrôler l'inflation et préserver le pouvoir d'achat des Congolais. Depuis août 2024, le taux d'échange s'est stabilisé autour des 2856 francs congolais pour $1. Cette stabilité a permis de contenir les fluctuations du marché et de préserver les pouvoirs d'achat. Les francs congolais s'est même apprécié de 1,70% en rythme hebdomadaire sur les marchés interbancaires en septembre 2024. Cependant, il a connu une légère dépréciation de 0,1% tant sur les marchés officiels que parallèles en mai 2025. Les facteurs ayant influencé cet état des choses sont notamment politique monétaire de la Banque centrale du Congo, la BCC a maintenu son taux directeur à 25% et a mis en œuvre des politiques prudentes pour stabiliser le franc congolais. L'inflation, qui culminait à 23,8% fin 2023, a été réduite à moins de 10% avec une prévision de 7,8% d'ici décembre 2025 grâce à une gestion rigoureuse des politiques monétaires et budgétaires. La performance du secteur minier, principal pourvoyeur des devises, a un impact direct sur les taux d'échange. En 2024, ce secteur a généré 4,36 milliards de dollars américains, soit 41,3% des recettes publiques. Les réserves internationales sont passées de 4,82 milliards de dollars américains à 6,15 milliards de dollars américains, assurant plus de 3 mois de couverture des importations. Malgré une relative stabilité, la monnaie nationale reste vulnérable aux chocs externes et aux pressions internes. Tout d'abord, la dépréciation. Les francs congolais a connu une dépréciation de 6,20% à l'indicatif et 6,29% au parallèle en 2024. Bien que maîtrisée, l'inflation reste une préoccupation constante. En mars 2025, le taux d'inflation a augmenté à 6,60%. La forte dépendance de l'économie congolaise aux exportations minières rend les francs congolais sensibles aux fluctuations des cours mondiaux des matières premières. Après une année de gouvernance, le gouvernement souminois a réussi à stabiliser les francs congolais durant sa première année, mais des défis persistent. La diversification de l'économie, la maîtrise de l'inflation et la gestion prudente des finances publiques seront essentielles pour assurer la stabilité à long terme de la monnaie nationale. Très bien. Alors, Tony Antoine Dibendila, le taux d'échange, le franc congolais, la monnaie nationale, c'est relativement stabilisé sur le marché d'échange. Est-ce que dorénavant, on peut dire que c'est vraiment la plus grande réussite du gouvernement souminois? Bon, moi je l'ai dit tantôt, la plus grande réussite était le fait de maîtriser l'inflation, mais aussi de stabiliser les taux d'échange malgré les questions sécuritaires, la question sécuritaire qui est volatile dans la partie Est. Je l'ai déjà dit, c'était la grande réussite. Mais je voudrais rappeler que dès décembre, c'est-à-dire fin 2024, il y avait de craintes. Il y avait véritablement des craintes. Personne ne pouvait croire que on pouvait aujourd'hui arriver à mi-2025 avec un taux qui est aussi autour de 28. C'est-à-dire, c'est allé tellement vite. La monnaie nationale avait rapidement perdu de la valeur et c'était de l'inquiétude. Les marchés étaient mouvementés. Il y avait augmentation des prix des biens et des services. Il y avait même à une certaine période, on se disait même pourquoi pas démonétiser carrément et créer une autre monnaie. Créer une autre monnaie, ça inquiétait. Les experts étaient affolés, les économistes étaient... C'est-à-dire qu'il fallait trouver des solutions en urgence. Et heureusement, les gouvernements s'étaient investis à fond et des solutions ont été trouvées. Plusieurs mesures ont été prises. Et parmi lesquels, je crois, je l'ai rapidement noté ici, la Banque centrale a pris la décision d'intervenir
activement dans le marché d'échange. Prenons par exemple en vendant ou en achetant des devises, ainsi de suite, pour ajuster l'offre et la demande et ainsi influencer les taux. Il y a eu plusieurs actions comme ça. Par exemple, il y a également l'action de la BCC vers les réserves. Disons également, en fait, la Banque centrale a utilisé les réserves d'échange justement pour aller et maîtriser les taux. Il y a ça veut dire que la Banque centrale a joué un grand rôle quand même. Tout à fait, un grand rôle. Il y a un grand rôle. C'est-à-dire, je crois que plusieurs conseils de ministres l'ont souligné. La gouverneure de la Banque centrale, Malang Kabedi, a été invité à multiples reprises. Tout à fait. Et il devait y avoir un effort collectif. C'est pourquoi ces mesures-là ont été levées. J'ai cité ici l'intervention du marché d'échange, j'ai cité l'utilisation des réserves d'échange également. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 6 milliards de dollars de réserves d'échange. Ce sont des chiffres inédits. Et il y a eu également des nouvelles politiques monétaires qui ont été mises en place justement pour stabiliser les taux. Et visiblement, c'est une réussite. Mais il faut y regarder en parallèle de ces efforts-là. Il y a eu, elle a évoqué la baisse du coût du carburant, mais surtout, les paiements des manques à gagner et pertes aux pétroliers jusqu'à l'ordre de 89%. C'est-à-dire qu'il y a eu réduction des manques à gagner, des pertes. Et nous étions à plus de 288 millions de dollars des dettes à l'égard des pétroliers, c'est-à-dire autour des 288 millions de dollars. Aujourd'hui, on est à 31 millions de dollars. Il y a eu des paiements rapides de ces manques à gagner, c'est-à-dire entre 2024 et 2025. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un certain équilibre. Aujourd'hui, les Congolais ont pratiquement oublié ces pénuries à répétition. Voilà, mais quasiment personne n'en parle. Quasiment personne n'en parle. Mais il faudra insister. Ça fait partie c'est-à-dire de la réussite du gouvernement semi-noir, parce que la stabilité actuelle, même en termes des coûts, même en termes... Igor a évoqué ici les plaintes des commerçants dans les marchés, c'est-à-dire les commerçants à petite échelle, mais il faudra souligner que ce sont des magouilleurs qui sont en train de manipuler les taux officiels et les taux parallèles sont plus ou moins stables. Mais il y a quand même des magouilles, il y a certains grossistes malveillants qui manipulent les chiffres. C'est pourquoi il faudra insister sur les contrôles économiques. Il n'y a pas longtemps, je crois, à l'époque de Vital Kamerhe, lorsqu'il était au ministère de l'économie nationale, il y a eu des réunions pour relancer les contrôles, en fait, redynamiser les contrôles économiques sur les terrains. Et après, même lors de l'arrivée de Daniel Mukoko Samba à l'économie, lui-même a fait descendre sur les terrains avec son équipe pour effectuer ses contrôles et tout, donner une sorte de go. Mais on a l'impression qu'il y a quand même baisse des gardes sur cette question-là. Et donc je crois qu'il faudra profondément relancer les contrôles économiques pour traquer ces contrôleurs, ces commerçants grossistes malveillants qui manipulent les taux en défaveur des commerçants à petite échelle. Effectivement, et c'est là malgré la stabilité relative, ou même on peut dire qui a pris quand même du temps, de la monnaie nationale. Igor Biwaka, Tony Dibendila l'a dit ici, la Banque centrale du Congo a joué un rôle très important. Elle est intervenue pour calmer la situation, mais cette Banque centrale existait déjà avant. Comment se fait-il que c'est sous Judith Souminois que la Banque centrale devient, on peut même dire soudainement, aussi efficace dans sa mission qui est celle de stabiliser notamment les taux d'échange? Est-ce que ça fait partie de ce qu'on peut qualifier d'une recette souminois en quelque sorte? Patrick Lumbala, ce n'est pas en fait de la magie. C'est justement des mesures qui ont été prises entre le gouvernement et conjointement, des mesures conjointement prises entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Évidemment, on a rappelé quelques très bonnes mesures qui ont été prises ici, qui ont fait en sorte que, n'est-ce pas, qu'on assiste à cette relative stabilité du taux de change. Patrick Lumbala, on l'a dit ici, on craignait que cette démonétisation, cette dévalorisation de la monnaie nationale jugule, n'est-ce pas, l'écosystème économique du pays. C'est ce qu'on craignait. Mais seulement, des mesures ont été prises, des mesures efficaces, comme notamment la rationalisation des dépenses publiques, Patrick Lumbala. Déjà, les dépenses exécutées en procédure d'urgence sont passées de 33%, Patrick Lumbala, en termes d'évaluation trimestrielle ou même mensuelle, à 15%, Patrick. Tout à fait.
Voyez-vous, donc c'est, je dirais, un des aspects positifs qui a vraiment joué également dans la stabilité du taux d'échange, mais aussi la mesure qui a été prise du paiement de droits de l'État en francs congolais. Voyez-vous, donc on n'accepte plus dans les banques commerciales le paiement des agents de l'État en dollars américains. On a ramené ça en francs congolais. Tantôt, j'étais en train d'évoquer ici le fait que l'économie congolaise de certains droits dollarisée, fiscaux, évidemment, qui sont effectués en francs congolais. Ce sont des mesures pour donner un peu plus de la valeur à la monnaie nationale. C'est par moments inconcevable quand les étrangers viennent ici, on demande, mais ici vous mangez quelle monnaie? On dit on mange le dollar américain. Et c'est la population lambda qui se promène, qui se balade avec une monnaie étrangère. Et ça inquiète le gens. Donc par moment, on doit vraiment revenir sur le base, faire en sorte que, n'est-ce pas, que l'on acquiert cette indépendance économique, Patrick Lumbala. Et cela ne peut être possible que grâce aux mesures qui ont été prises. Et lesquelles mesures doivent être appliquées, puisqu'il y a une panoplie de mesures, une douzaine de mesures qui ont été prises. Mais je dirais ici, toutes ne sont pas appliquées à bon escient. Tout à fait. Par exemple, la réduction du train de vie des institutions. C'est vrai, le président de la République l'a encore rappelé lors de la récente réunion du Conseil des ministres, qui a appelé en tout cas même à la suppression de certaines structures étatiques qu'on jugeait budgétivores, mais dont le rendement sur terrain n'était pas beaucoup plus efficace. Donc, si on parvenait à mettre vraiment en application ces mesures-là, vous verrez que la République démocratique du Congo, cette monnaie qui s'est stabilisée, sera encore beaucoup plus stable. Vous voyez, puisqu'on a évoqué la loi des finances exercice 2025, budget 2025, où le taux moyen, en fait, de la monnaie nationale en rythme annuel était projeté à 2900 francs congolais. 2900 francs déjà, congolais. Déjà, l'État lui-même ne croyait pas. À 2900 francs congolais. Qu'on arriverait. Mais lorsqu'on a révisé, en fait, cette loi la loi rectificative des finances, on le ramène à 2800. Tout à fait. Puisque là, on a beaucoup plus d'assurance. On est certain qu'on peut parvenir, n'est-ce pas, à maintenir, n'est-ce pas, cette barre à 2800, laquelle barre, en tout cas, on peut le rappeler, a commencé depuis mi-2024 jusqu'à présent, on est à 2800 francs congolais. Donc, c'est-à-dire que c'est un effort considérable, c'est vrai. On ne jette pas que des fleurs, puisqu'il y a encore des efforts à être faits, puisqu'on a, Tony encore m'a complété, sur le respect des taux indicatifs par les opérateurs économiques. Ça, c'est crucial, Patrick Lumbala. Parce que le taux d'échange influence directement sur le prix sur le marché, notamment auprès des petits vendeurs. C'est crucial. Il y a des manipulateurs du taux d'échange en République démocratique du Congo. Il y a certains opérateurs économiques qui se jouent à manipuler le taux d'échange. Aussi à l'indicatif. Déjà, si on prend bien la récente, je dirais, communication, la récente note de conjoncture économique publiée par la Banque centrale du Congo au 6 juin, où on fait mention, c'est vrai, on fait mention de la légère dépréciation du taux d'échange à l'officiel, même si on n'est pas toujours dans le 2900, on est toujours dans le 2800. Mais vers certains opérateurs économiques, à travers cela, ils se permettent, n'est-ce pas, de fixer $1 américain à 2900, 2950 francs congolais. Donc, c'est aberrant. Et puis, du coup, ça joue. Et puis, on oblige par moment ces jeunes dames, ces mamans, ces commerçantes, qui effectuent leur commerce en francs congolais, qui ne vendent que des épices, des 100 francs, 200 francs congolais, matungu, l'oignon, etc. En francs congolais, on les oblige par moment à acheter en dollars américains. C'est inconcevable, avec un taux fixé de manière unilatérale et démesurée. Donc, en fait, tous ces paramètres-là, on doit vraiment regarder avec beaucoup plus de sérénité. D'où l'interpellation à faire aux structures spécifiées, dont notamment la CONAC, qui est la Commission nationale de la concurrence, qui est une structure de contrôle des prix sur le marché, Patrick Lumbala. Donc, il faudrait que ces structures-là jouent un rôle capital, qu'ils puissent accompagner les mesures qui sont mises en place pour justement élargir, étendre la stabilité du taux d'échange. Tout à fait. Tony Dibendila, le taux d'échange est resté relativement stable, mais il est quand même exposé à une dépréciation que l'on peut qualifier même de brusque au vu de la politique sur laquelle l'État congolais, les revenus de l'État congolais dépendent essentiellement du secteur minier, ce qui permet de capter des devises et renflouer notamment les réserves d'échange. Est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'on peut craindre aujourd'hui que sur le marché mondial, si les cours des matières premières arrivaient à baisser de manière drastique au vu notamment de la conjoncture internationale, est-ce qu'il y a à craindre
pour le franc congolais? C'est les talons d'Achille. En tout cas, la dépendance au secteur minier de l'économie congolaise, c'est les talons d'Achille, justement, de l'économie nationale. C'est-à-dire, je crois que la diversification de l'économie nationale a toujours été, en réalité, c'est-à-dire une véritable réponse pour que les Congos soignent son économie en ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a eu suspension de l'exportation du cobalt, justement parce qu'on s'était rendu compte les trop du cobalt sur les marchés avaient entraîné la baisse du prix, et la baisse du prix du cobalt à l'international influence directement les devises en République démocratique du Congo, ou carrément les budgets nationaux, parce qu'en fait les secteurs miniers, les mines, c'est les principaux secteurs qui ramènent les devises en RDC. Et si aujourd'hui les matières premières ont un coût, c'est-à-dire les prix baissent à l'international, on les ressent directement à l'intérieur en RDC. C'est pourquoi il faudra justement que les Congos s'activent pour la mise en place effective de cette diversification. On peut miser sur l'agriculture, je crois qu'on l'a dit à multiples reprises. Il y a eu le forum organisé agribusiness par exemple par l'État congolais et les partenaires étrangers pour voir comment redynamiser ou rendre beaucoup plus actifs les secteurs de l'agriculture en RDC. Il y a plusieurs autres secteurs où l'État congolais pourrait s'investir. L'énergie même peut apporter le devise au Congo. Prenons les projets barrage Grand Inga. Si les projets Inga 3 arrivent à aboutir, il y aura de l'énergie qui sera vendue à d'autres pays, ça peut rapporter, et même les projets corridors de Lobito, ça peut rapporter des devises. C'est-à-dire que le Congo doit s'investir à la diversification, à diversifier son économie, parce que s'il faut rester attaché, il faut dépendre seulement du secteur minier en termes de devises, c'est une fragilité. Et alors, à tout moment, lorsque les prix, les cours de ces matières baissent à l'international, nous allons les ressentir à plein fouet. C'est pourquoi cette crainte-là est justifiée, c'est une crainte qui est justifiée, et pour répondre et remédier, ou encore chercher comment atténuer une fois une telle fragilité frappée, c'est-à-dire les talons d'Achille de la RDC frappés, la réponse est claire, il faut diversifier, notre économie. Effectivement. Voilà, et surtout, il faut aussi penser, même pour ces secteurs miniers-là, il faut penser à comment, c'est-à-dire donner plus de la valeur à ces matières ici, transformer localement nos matières premières. La vente brute des matières nous fait perdre des tas de milliards et des milliards de dollars. C'est-à-dire la transformation locale des matières premières, cobalt, cuivre, ainsi de suite. On va en parler. Un peu plus de valeur ajoutée. Un peu dans les minutes qui suivent, Igor Biwaka, Igor l'a dit, Tony Dibendila l'a dit, c'est vraiment une crainte, c'est vraiment, on peut dire, un talon d'Achille de l'économie congolaise. On peut craindre, effectivement, aujourd'hui, que les francs congolais, malgré sa stabilité, puissent connaître une dépréciation brusque si les cours mondiaux des matières premières, pour lesquelles les devises, notamment en termes de réserves d'échange, dépendent énormément. Patrick, nous balançons bien en fait la volatilité en fait des matières, des prix, des cours des matières premières. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, voyez-vous. On le sait très bien. Mais en ce qui concerne en fait cette question, moi c'est vrai. Et c'est pour que ça arrive. Seulement, comme on l'a dit ici, c'est question en fait de chercher d'autres mécanismes. D'autres mécanismes pour ne pas être seulement dépendant en fait du secteur minier. Parce que l'économie congolaise, on l'a toujours dit ici, dépend, n'est-ce pas, à plus de 60% du secteur extractif, principalement le secteur minier. Aujourd'hui, le secteur des mines soutient l'économie de la République démocratique du Congo, sachant pertinemment que le cours, n'est-ce pas, des prix miniers, des revenus miniers sont volatiles. Tout à fait. N'est-ce pas, voyez-vous? Donc, c'est très important de marteler sur ça. D'où la question, en fait. Dernièrement, on avait parlé de la mise en place d'un fonds souverain. Tout à fait. Dont la mission serait justement de prendre la part de ces revenus miniers et de les mettre sur le marché international, question justement d'en accroître le revenu. Avec cette politique, on va pas craindre, évidemment. Si on mettait en place cette politique, nous n'allons pas craindre ce que nous sommes en train d'évoquer ici, Patrick Lumbala. Donc, c'est juste question de mettre vraiment en place des mécanismes beaucoup plus solides
pour contrecarrer cela, puisque la situation, la conjoncture économique a toujours été volatile, sur fond évidemment des chocs endogènes, mais également des chocs exogènes. Effectivement. Tony Dibendila, les perspectives du franc congolais, de la monnaie nationale sont bonnes à l'avenir? Oui, je crois que les perspectives, c'est-à-dire il faut rester confiant. Il faut rester confiant. Si déjà Moody's nous dit que les perspectives d'abord économiques dans l'ensemble sont bonnes et que bien que nous sommes en guerre, mais les partenaires étrangers acceptent de nous épauler, de soutenir la croissance économique, la résilience de l'économie congolaise. Et donc, je crois que les perspectives sont bonnes. Il faut rester confiant et agir, même dans le sens d'anticiper certains couacs comme celui que tu viens d'évoquer concernant la baisse peut-être des cours de matières premières à l'international qui peut influencer directement la valeur de la monnaie nationale. Et donc, à ces moments-là, il faudra anticiper. On a parlé du fonds souverain, on a évoqué la diversification de l'économie, de redonner plus de valeur au secteur de l'agriculture ou encore la transformation locale de nos minerais. Ce sont des aspects qu'il faudra vraiment regarder avec un regard beaucoup plus intelligent et voir comment à partir de là tirer les possibilités de contrecarrer ou encore de se prémunir en cas de désastres, des baisses drastiques des cours des matières premières. Tout à fait. Igor Biwaka, les perspectives sont bonnes pour les francs congolais. Le ciel est clair ou il y a un horizon qui s'annonce un peu plus assombri? Les perspectives, si je dirais, oui, elles sont bonnes, de manière beaucoup plus optimiste, mais de manière réaliste, on ne sait pas maîtriser ça. Tant que l'économie de la République démocratique du Congo restera toujours dépendante de l'extérieur, tant que l'économie de la République démocratique du Congo valorisera toujours les dollars américains, tant que l'économie de la République démocratique du Congo dépendra toujours des matières premières dont le prix varie d'un moment à un autre sans pourtant le contrôler. Donc, de manière réaliste, c'est vrai qu'il y a vraiment du pain sur la planche. Et les efforts doivent être internes pour contenir tant soit peu, au fait, cette pression-là, faire en sorte que, n'est-ce pas, les perspectives à long terme puissent être beaucoup plus solides et bonnes concernant notre devise nationale. Concernant notre devise nationale, le franc congolais, voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la première année de Judith Suminwa à la tête du gouvernement en ce qui concerne on va dire la gouvernance sur le plan notamment de la stabilité du taux d'échange et de la révalorisation de la monnaie nationale. Le franc congolais, on change de chapitre tout de suite pour évoquer maintenant un secteur très essentiel pour l'économie de la République démocratique du Congo. On en a parlé un peu tout au long de cette émission, c'est le secteur minier. Comment la première année de Judith Suminwa a été? Quelle gouvernance dans le secteur minier en République démocratique du Congo avec à la tête du ministère des Mines, le ministre Kizito Pakabomba? On voit l'ensemble de tout ceci dans cet élément. On se retrouve après pour en débriefer. Après une année d'exercice, le gouvernement de Judith Suminwa Tuluka fait face à la réalité d'un secteur minier vital, mais complexe et sous haute tension. Pilier de l'économie congolaise et principalement source de devises, ce secteur a connu une année d'activité intense marquée par des enjeux de production, de gouvernance et de sécurité. Le secteur minier a continué de dominer les exportations de la République démocratique du Congo, tirées principalement par le cuivre et le cobalt, métaux essentiels à la transition énergétique mondiale. La première année du gouvernement Suminwa a globalement bénéficié des cours mondiaux favorables, permettant à la production de maintenir un rythme élevé et d'assurer de revenus significatifs pour les trésors publics. Cependant, la volatilité de prix reste une préoccupation constante. Toute fluctuation importante sur le marché international a un impact direct et immédiat sur les recettes de l'État, soulignant la fragilité de la dépense de l'économie congolaise à ces seuls facteurs. Le gouvernement a poursuivi les efforts pour améliorer la gouvernance et la transparence dans le secteur minier.
Deux initiatives visant à renforcer les contrôles de contrats et à lutter contre la fraude ont été maintenues. La question de la traçabilité de minerais, notamment dans l'est du pays, reste un enjeu majeur pour répondre aux exigences internationales et éviter les financements des conflits. Le code minier de 2018 est toujours au cœur des discussions avec la volonté de maximiser les retombées pour le pays. Néanmoins, l'application pleine et entière de certaines dispositions, notamment celles relatives au contenu local et au rapatriement des devises, continue de rencontrer des défis. Le secteur minier, en particulier dans l'est de la RDC, demeure profondément affecté par l'insécurité. La présence et les activités du M23 ainsi que d'autres groupes armés perturbent les opérations, menacent le travailleur et détournent une partie de la production artisanale vers des circuits illégaux. Cette situation met une pression constante sur les entreprises et les autorités qui doivent sécuriser les zones d'opération et les corridors de transport. Le problème de l'exploitation minière artisanale illégale et de son lien avec le conflit reste un défi immense, nécessitant une approche multidimensionnelle incluant la démilitarisation, la formalisation et les développements alternatifs pour les communautés locales. L'intérêt des investisseurs étrangers pour les minerais congolais est resté fort, comme en témoignent certaines transactions significatives, par exemple l'acquisition récente d'une participation majoritaire dans l'Alpha Mine par une entité émiratie. Le gouvernement cherche également à équilibrer le partenariat traditionnel avec de nouveaux acteurs dans l'objectif de diversifier les ressources de financement et des technologies. Le deal minier en discussion avec les États-Unis, par exemple, vise à sécuriser l'approvisionnement en minerais critiques tout en promettant un soutien à la République démocratique du Congo pour la sécurité et le développement. La concrétisation de tels accords sera cruciale pour l'avenir du secteur. La première année du gouvernement souminois a vu le secteur minier continuer de porter l'économie congolaise malgré l'oppression de cours, les impératifs de gouvernance et l'épée de Damoclès de l'insécurité. Le défi majeur pour les années à venir sera de transformer cette richesse du sous-sol en un véritable levier de développement inclusif et durable pour l'ensemble de la population congolaise, tout en assurant la stabilité et la sécurité des opérations. Le secteur minier de la République démocratique du Congo demeure le poumon de ce géant au cœur de l'Afrique, Tony Dibendila. Un poumon que vous avez récemment, il y a quelques minutes, qualifié aussi de talon d'Achille. Est-ce que le secteur minier de la RDC, au cours de cette première année de la gouvernance souminoise, a vraiment été à la hauteur des attentes qui sont siennes? Bon, je crois que s'il faudra replacer la République démocratique du Congo, la véritable place qu'occupe la RDC dans le secteur minier et sur l'échelle mondiale, je crois que nous sommes jusque-là en dessous, de manière générale, vraiment en dessous des moyennes. Parce que nous savons que les Congolais ont toujours été présents en termes de matières premières lors des grands bouleversements de ces secteurs ou encore lors des révolutions. C'est-à-dire, je vais évoquer l'avènement de la bombe atomique. C'était avec les matières premières, soit l'uranium congolais. Aujourd'hui, on est à l'ère de la transition énergétique. Il y a encore les Congo qui est présent. Mais en termes de retombées, oui, ce qui est vrai, en termes de retombées surtout, est-ce que le secteur a généré les recettes nécessaires attendues par le gouvernement? On voit les efforts être fournis. Par exemple, déjà, nous avons tous vu en marche de la conférence de gouverneurs, c'est toutes ces infrastructures qui sortent des terres
au Lualaba. On peut largement, plus largement dire que ce sont des retombées des ressources minières de la RDC. C'est vraiment la démonstration du fait que les ressources minières peuvent bénéficier aux populations locales où les mines sont tirées, mais plus largement aussi à la République dans son ensemble. Je crois que c'est un an, ça a été la suite logique des choses. Nous avons connu des grandes réformes de ces secteurs. Déjà, en 2018, on avait les nouveaux codes miniers qui a permis, en tout cas, qu'il y ait plus des retombées pour la population. Tout à fait, pour la population, mais aussi pour des matières premières stratégiques. Les Congo pouvaient enfin un peu bénéficier d'un peu plus des pourcentages en termes des rétrocessions et autres. C'est-à-dire que je crois que c'était une véritable réforme, mais aussi l'arrivée des fonds miniers pour les générations futures qui a quand même aussi fait avancer les choses, mais il reste des défis majeurs en termes de la transparence. Tout à fait. Ou encore en termes parce que jusqu'aujourd'hui, je crois que vous suivez les organisations de la société civile qui militent pour qui militent en faveur de la transparence dans les secteurs miniers. Il nous arrive à lire les rapports d'ITIE qui est très à fond également pour le secteur minier. On voit qu'en termes de transparence, il y a des efforts à faire. En termes de la présence des enfants mineurs dans les secteurs des mines, beaucoup d'efforts ont été en tout cas fournis de ce côté-là. Tout à fait, mais dans un contexte où il y a des mines importantes occupées par les forces terroristes, par exemple la mine des Roubaya. Vous voyez, c'est-à-dire que il est difficile pour l'État congolais d'avoir accès à ces mines-là occupées par les terroristes, et il y a même des enfants et des femmes qui sont forcés d'aller y travailler pour nourrir les trafics criminels alimentés par les M23 FC et les Rwanda. Et donc, c'est pourquoi je dis que dans ces secteurs-là, il y a des efforts énormes à fournir pour rendre beaucoup plus sains ces secteurs. Alors, Igor Biwaka, quelles ont été, à votre avis, les innovations dans la politique de gouvernance de ces secteurs, le secteur minier, pour être précis, par le gouvernement souminois une année après? Patrick, en fait, je ne parlerai pas en termes d'innovation, puisque c'est un secteur qui fait face à beaucoup de défis. Ce qui dit innovation, c'est-à-dire que les secteurs miniers parviennent évidemment à faire en sorte que, n'est-ce pas, les communautés locales où on extrait ces minéraux puissent se développer. Mais quand on se rend compte que la plupart de ces communautés locales là sont toujours dans une extrême pauvreté. Ça, c'est un fait. Donc, on ne peut pas se voiler la face. Voyez-vous, donc pour dire qu'il y a beaucoup de défis. Les défis sont faits, mais c'est un secteur qui attise la convoitise de beaucoup de gens. C'est un secteur qui attise la convoitise de beaucoup de pays, puisque la République du Congo, c'est un scandale géologique. La minéraux aujourd'hui, elle se positionne comme étant un pays au cœur même de la transition énergétique, au cœur même de la transition écologique et bien d'autres aspects encore, Patrick Lubala. Mais un des aspects positifs est que ce secteur n'a pas perdu son élan. Le secteur n'a pas perdu son élan en termes non seulement de production, mais également en termes des exportations. Tout à fait. Vous verrez que la République du Congo coiffe présentement la deuxième place mondiale à l'échiquier international en ce qui concerne en fait les exportations du cuivre, ce qui d'ailleurs lui a valu en fait un excédent en termes de la balance des biens. À fin mai, si on se réfère au document en fait publié par la Banque centrale du Congo, on se rend compte qu'on a enregistré un excédent en termes des balances des biens de 1,2 milliard de dollars américains, soutenu exclusivement par le cuivre, par les exportations de cuivre. Ce qui prouve à suffisance que voilà, le secteur n'a pas perdu son élan, mais seulement ce qu'on veut de ces secteurs-là, on ne parvient pas encore à le rendre concret. Donc, on a du mal aujourd'hui à transformer nos richesses minières. Ça, c'est un grand défi sur lequel le gouvernement souminois devrait s'atteler, voyez-vous, sur lesquels, malheureusement, déjà, une année passée, rien du tout. Bien d'autres gouvernements encore, bien avant, en fait, le gouvernement souminois. Mais cela n'exonère pas quand même le gouvernement souminois. C'est un défi qui demeure. C'est vrai que cela n'exonère pas le gouvernement souminois. On a évoqué tantôt ici les problèmes de la transformation locale également de nos richesses, de nos ressources minières. C'est aussi un aspect très positif.
voyez-vous. Donc, on doit être à même de les faire. Aujourd'hui, quand on parle de la production de l'or, voyez-vous, hein, avec, je crois, il y a quand même des aspects positifs à voir, puisque déjà la République démocratique du Congo a renforcé sa production d'or, a renforcé les exportations en termes d'or, a renforcé les exportations en termes de cuivre. Donc, ce sont là des aspects très positifs du secteur minier qui soutient vraiment l'économie de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, on n'arrive toujours pas, avec ces énormes potentialités, ces potentialités n'arrivent toujours pas à impacter en fait le développement de la République démocratique du Congo, tout en soutenant en fait le vécu de la population congolaise. Tout à fait. Tony Dibendila, on parle aujourd'hui, le ministre de Mines Kizito, on parle tous les jours, la diversification du secteur minier en soi-même. Lorsqu'on parle du secteur minier en RDC, on voit le cuivre, le cobalt et l'or qu'on exporte, mais le secteur minier, il est trop vaste. Pourquoi parler seulement du cuivre et du cobalt, alors que dans ce pays, nous avons les tantales, nous avons le germanium, nous avons le lithium, notamment du manono, d'où la question de la cartographie. Pourquoi, jusque-là, le gouvernement continue à utiliser la cartographie datant pratiquement de l'époque coloniale, alors que ça veut dire beaucoup de richesses en termes de matières premières minérales ne sont toujours pas découvertes jusqu'à aujourd'hui. Bon, mais je crois que c'est une question assez globale. C'est-à-dire que si vous regardez de plus près, il y a une certaine lenteur en termes d'exploration, ça c'est vrai, ou encore des cartographies des mines. Et cela va de soi avec ce que nous avons évoqué ici, l'histoire de la transformation locale. Il y a des projets déjà sur table. La zone économique spéciale de Moussompo, par exemple, qui prévoit, avec la Zambie, bien entendu, Moussompo à Kolwezi, qui prévoit la production des batteries électriques. Justement, cela va dans le sens c'est-à-dire de la transformation locale des non-minerais. Mais vous allez vous rendre compte en fait, nous avons vraiment l'impression que ces projets-là partent lentement. Et même en matière d'exploration des non-mines, c'est-à-dire d'une nouvelle cartographie des non-mines, on a l'impression que nous attendons les financements extérieurs pour qu'il y ait des travaux un peu plus approfondis pour revoir cette cartographie. Alors que normalement, le travail d'exploration de la cartographie, c'est la responsabilité du gouvernement. Avec les retombées de ces secteurs, je crois qu'on devait, même en termes de transformation locale ou encore en termes de cartographie, on devait aller plus vite parce qu'il y a le moyen pour les faire. Mais c'est aussi à ce niveau-là, la vision et la volonté politique. C'est aussi ça, la vision et la volonté politique. Parce que je ne pourrais pas aujourd'hui me dire qu'il n'y a pas assez de moyens du secteur minier pour financer la conception d'une nouvelle cartographie ou encore l'exploration. Tout à fait. Parce que et souvent ce sont des travaux que l'investisseur est obligé de faire et dépenser davantage, d'où notamment des exonérations qui viennent après. C'est ça justement le problème. C'est pourquoi je voudrais qu'il y ait plus de volonté pour que nous puissions accélérer, aller vite, parce qu'avec la cartographie, nous allons beaucoup gagner. Et même avec la transformation, on aura donné plus de valeur à nos matières premières. Au lieu d'exporter brut, d'aller transformer ailleurs, nous pouvons transformer localement et puis on part vite, on aura plus de retombées favorables au trésor public. Effectivement. Et donc il faudrait qu'il y ait de la volonté et de la vision politique. Et de la volonté et de la vision politique, on est en train nous sommes vraiment à la fin de cette émission. J'aimerais qu'on puisse également placer un mot sur ce qui a aussi dominé le secteur minier au cours de cette première année de la gouvernance Soumino, même si ce n'est que récemment que ça a commencé, le deal minier en gestation avec les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, le secteur minier congolais, on sait qu'il est dominé largement par la présence chinoise. Est-ce que l'avènement des Américains dans le secteur minier pourrait apporter quelque chose de plus? Déjà, il faudrait rappeler ici le fait que ce sont les Congolais qui ont les mines. C'est la République démocratique du Congo qui détient ces mines. Donc, c'est de la responsabilité des autorités congolaises de pouvoir, n'est-ce pas, élaborer une politique beaucoup plus efficace. C'est-à-dire, je dirais, un tout petit peu
de voir en fait les faiblesses du passé et de les corriger en vue de mieux faire. D'où la question de la transparence, voyez-vous, et la question de la gouvernance minière. Il ne faudrait pas que l'on reste dans la sempiternelle position d'exporter nos matières premières, comme on l'a dit ici. On a évoqué la question de la diversification des minières. Cette question devrait s'accompagner par, je dirais, la fabrication des usines, par exemple des raffinages, voyez-vous, par la fabrication des usines, des fonderies en République démocratique du Congo. Et c'est possible de les faire, voyez-vous, Patrick Lumbala. Donc, organiser d'abord la politique interne, faire en sorte qu'on élabore, n'est-ce pas, une stratégie efficace. Puisque lorsqu'on parle des Américains, ils ne viendront pas que pour explorer les mines de la République démocratique du Congo. Ils auront également leur part du marché. Ils vont également bénéficier de quelque chose. Et donc, dans ça, il faudrait mettre, n'est-ce pas, sur la table des échanges, sur la table des contentieux. Je pense qu'ils vont tenir compte de cet aspect-là, mettre sur la table, n'est-ce pas, une politique qui va faire en sorte que, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo soit bénéficiaire. Ça, c'est la responsabilité des Congolais, des négociateurs congolais. Évidemment, de ces ressources minières. C'est très important. Il faudrait que, je pense bien qu'en tout cas, ils vont marteler sur cette évidence-là. Mais ce qui concerne les deals en gestation en soi, c'est un deal de très grande envergure et de très grande importance. Un deal qui pourrait rapporter à long terme, on a tendance à le dire ici, une affaire de 500 milliards, puisque les dollars américains en termes d'investissement sur 15 ans. Voyez-vous, Patrick Lumbala, et on parle des milliards, des 500 milliards de dollars américains sur 15 ans. Donc c'est question en fait de capitaliser cette opportunité. Et pour le capitaliser, il faudrait des mécanismes probants qui vont permettre, n'est-ce pas, à la République démocratique du Congo, évidemment, de ne pas capitaliser ces opportunités, tout en assurant la question de la transparence, tout en mettant d'abord en avant-plan la question, en fait, des développements des communautés locales où sont extraites ces minerais. Effectivement, Tony Dibendila, vous aussi placez un mot là-dessus. Est-ce qu'on risque pas d'assister à une guerre commerciale Chine-États-Unis sur le territoire congolais dans les secteurs miniers? Mais je commence d'abord par souligner le fait que les mines congolaises est aujourd'hui un élément de confrontation géopolitique. C'est-à-dire, il y a d'une part la Chine, d'autre part les États-Unis, mais aussi l'Union européenne. Tout le monde veut avoir un accès privilégié à ces minerais et tout le monde veut utiliser sa carte pour y arriver. Et donc, nous savons que ces dernières années, après l'accord, parce que ce n'est pas une nouveauté que la RDC cède ses mines en échange de quelque chose. Déjà en 2008, je crois bien, avec les contrats du siècle avec les Chinois, nous avons cédé nos mines en échange des infrastructures. Je crois que près de 20 ans après, nous avons évalué avec l'inspection générale des finances, on s'est rendu compte qu'on a été quelque part dupé, non pas parce que simplement les Chinois ont voulu duper, mais parce qu'à l'interne, il y a eu des négligences aussi, il y a eu des gestions avec légèreté. Nous avons perdu à ces 2 milliards, heureusement on s'est rattrapé avec la réévaluation du contrat sino-congolais. C'est-à-dire que avec les contrats mine contre sécurité, d'abord on doit être sérieux en termes de négociations, faire passer l'intérêt congolais devant et espérer que nous puissions régulièrement faire des évaluations rapides et à très court cycle pour que nous voyions comment est-ce que, où est-ce que nous allons. Il y a plusieurs années, les États-Unis s'étaient désengagés des mines de l'RDC et les Chinois avaient accaparé, avaient récupéré une bonne part de ces mines. Aujourd'hui, déjà avec les projets corridors de Lobito, on sent que les États-Unis veulent revenir et ils sont très intéressés à ces deals mines contre sécurité. Nous aussi, nous avons donc à jouer notre carte. On n'a pas qu'à donner les mines à apporter. Voyons comment est-ce que nous pouvons transformer et que ces contrats-là pourraient être bénéfiques pour les Congolais qui sont aujourd'hui meurtris, nos compatriotes de l'Est du pays. Effectivement, il faut rappeler que dans ce deal minier, notamment entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, le Rwanda risque d'en être aussi bénéficiaire à cause de nous, parce que nous n'avons pas notamment mis l'accent sur la transformation locale, mais le Rwanda, lui, a notamment des usines de raffinage, ce qui se fait que dans les discussions, le Rwanda sera notamment inclus en ce qui concerne le raffinage des matières premières. On espère que ça ne sera pas le cas. Merci à vous tous, messieurs, d'être passés sur ce plateau. Merci Tony Dibendila, merci Igor Biwaka. Merci à vous également de nous avoir prêté votre oreille attentive. Nous vous retrouvons demain pour un autre numéro de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de nos programmes.